Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve oui pour une vidéo. Alors là vous allez avoir triple catch, puisque vous allez avoir NXT UK qui va vous être proposé. Vous allez avoir également WWE SmackDown qui va vous être proposé. Et tout simplement AEW Rampage qui vous sera proposé, puisque oui, la semaine du catch, puisque forcément le football étant en sommeil. D'ailleurs pour information, demain ne manquez pas 21h. À 23h30, vous aurez le débriefing du match entre la France et l'Espagne pour la finale de la Ligue des Nations qui vous sera proposée. Mais en tout cas, voilà, ce soir, triple catch, concrètement, avec, tout simplement, les trois shows. Deux shows de la WWE, un show d'ailleurs qui a eu lieu jeudi. D'ailleurs, en parlant de jeudi, d'ailleurs, je tenais à vous remercier. Vous avez été excessivement nombreux pour la demi-finale pour la France et le Belgique. Et honnêtement, vous avez bien débattu et franchement, vous avez su aussi parler des actions avec vraiment beaucoup de respect et je vous en remercie vraiment beaucoup. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ce show? Eh bien, on va revenir bien sûr, on reviendra bien évidemment sur les tournaments, le King et le Queen Tournament, qui officiera bien sûr la reine et le roi de la WWE. Ensuite, on parlera, bien sûr, on parlera d'abord de ce qui s'est passé avec Roman Reigns et peut-être la fin de la suspicion Polyman. Seth Rollins et Edge, on reviendra bien sûr là-dessus. On passera un petit coup de balle, ouais, du côté de Becky Lynch, Sasha Banks, pardon, et donc Bianca Belair, the ST of the WWE. Et donc on continuera également à parler de Kevin Owens, etc., etc. En tout cas, je vous dirai bien sûr ce que j'ai pensé du show à la fin. C'est l'heure de partir du débrief. De quoi commencer tout de suite avec le premier événement de la soirée. Pour moi, c'est le top event de la soirée. C'était bien évidemment le match. C'était même, d'ailleurs on peut appeler ça un match, clairement c'était un match, plutôt un talk match segment où il fallait convaincre, puisque oui, Roman Reigns est venu, il a expliqué que Paul Heyman a réalisé son travail, même s'il a été menacé assez vivement par Roman Reigns, mais Roman aujourd'hui, d'ailleurs Roman qui a été plutôt acclamé, hein. Attention, Roman est en train de passer petit à petit dans le camp des lutteurs les plus appréciés de la WWE. Alors que je précise quand même qu'il est encore heel. Ça, c'est une indication. Ça veut dire que Roman, petit à petit, est en train de se faire accepter de son personnage de The Tribal Chief. Ça, c'est bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de cette rivalité? D'ailleurs, on peut imaginer, d'ailleurs, je continue là-dessus, un Crown Jewel, un Brock Lesnar qui passerait de face à heel, et inversement, Roman Reigns qui passerait de heel à face. Voilà. Mais ça m'étonnerait quand même. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut dire finalement de ce segment? C'était un excellent segment. Où on a notamment Paul Heyman est à genoux là, mais qui est notamment Paul Heyman. Et en fait, Roman, il arrive, il dit bon, alors là maintenant, il va falloir qu'on parle d'un truc. C'est que je t'aime. Alors déjà, moi, quand il commence à dire ça, et t'as Paul Heyman qui fait oui, moi je t'aime aussi, mon chef de tribu. Ouais, bon, c'est dit comme ça, hein, bon. Et juste après, il te dit oui, dis-moi pour Brock, pourquoi il est free agent? Est-ce que t'aurais pas par hasard fait quelque chose par rapport à ça? Et là, tu as Paul Heyman qui commence à bégayer, il commence à dire ah, blablabla. Et au final, Paul Heyman finit par expliquer que, s'il est là aujourd'hui, il est clairement aux côtés de Roman Reigns. C'est parce qu'il sait les qualités que peut avoir Roman. Il explique d'ailleurs également que Roman est pour lui le Tribal Chief, l'homme qui pour ainsi dire peut être la force vive, clairement. Et à ce moment-là, Roman lui dit hop, 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 hop. C'est pas à moi qu'il faut que tu me le dises. Faut que tu le dises à Brock. Et là, tu vois Paul qui joue tellement bien son rôle et qui lui fait hop, hey, t'inquiète, je te protégerai. Et là, tu te dis ah, là, clairement, ouais, t'inquiète, je vais te protéger. Alors, est-ce qu'il le protégera ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, il lui dit je vais te protéger. D'ailleurs, Brock Lesnar qui sera là la semaine prochaine, pour information. Et là, Paul Heyman dit écoute, rappelle quand je t'ai dit que tu pourrais pas affronter l'Undertaker. Il m'a dit non, c'est pas possible. Et là, à ce moment-là,
T'as un speech légendaire de Polyman, qui encore une fois redevient le Polyman qu'on aime, pas ce Polyman qui fait pop 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 pop. Et au final, c'est extraordinaire et j'ai kiffé, j'ai surkiffé ce segment. The Bloodline, Roman Reigns est un heel de génie et franchement, alors je sais que certains n'aiment pas Roman Reigns parce qu'ils disent qu'ils trustent les ceintures, les machins et tout ce que vous voulez. Mais ce mec, il pue la classe et je peux vous dire qu'un mec comme lui, quand il a une ceinture autour de sa taille, mais je te jure, mais c'est pas la ceinture qui fait l'homme, c'est l'homme qui fait la ceinture. Je sais que ça peut paraître clairement une phrase de je sais plus quel chanteur qui c'est la mère qui prend l'homme, là c'est la mère qui prend l'homme, enfin bref. Clairement, j'ai adoré ce segment. J'ai trouvé ce segment extraordinaire. Il était beau, il était bon. Et sincèrement, je trouve que SmackDown a trouvé sa tête d'affiche. D'ailleurs, oui, du fait d'ailleurs que Roman n'est pas parti à Raw. Moi, je m'attendais réellement à ce que Roman parte à Raw, parce que moi, j'estimais que Roman aurait pu offrir un peu plus d'audience à Raw, qui en avait réellement besoin, et peut-être qu'ils auraient mis, tu sais, je sais pas, un lutteur à la mode, je sais pas, Roman, à la place, on aurait pu rajouter, je sais pas, un Bobby Lashley, par exemple, avec un MVP ou quelque chose comme ça, qui aurait pu faire valoir au niveau de la team. Mais là, non, les mecs, ils sont à fond sur Roman Reigns. Je pense que la Fox impose Roman Reigns. Sans déconner, ça marche. Le public d'ailleurs commence petit à petit à adorer Roman Reigns. Même les gens d'ailleurs sont, ouais, ils sont dubitatifs. C'est un heel, hein, je précise quand même. Et c'est là que tu te dis, si John Cena avait fait pareil, est-ce qu'on n'aurait pas eu une véritable standing ovation de la part de John Cena? Voilà. En tout cas, c'est excellent, c'est très très bien. Ce qui a été proposé. On verra ce qui va se passer la semaine prochaine, clairement. Mais je précise quand même, voilà, que en tout cas j'ai adoré. Pour le segment d'après, alors, le segment d'après est très bien aussi. D'ailleurs, les 3 segments qui ont été proposés par la WWE sont d'excellente qualité. Mais, on va dire, si Roman et Paul et le Bloodline, les Usos en fait, n'a pas réellement de problème, enfin moi je vois pas de problème particulier, je trouve, de mon point de vue encore une fois, je trouve que dans ces segments-là, je trouve qu'il peut-être qu'il aurait pu être fait d'une autre façon. Et c'est là qu'est justement la différence entre un show qui est pas bon, un show qui manque d'intensité, un show avec des segments où clairement ça ne va pas, et concrètement un show qui, on va dire, on peut discuter. Là, vous voyez, je vais discuter, je vais dire, ah, il y a des choses qu'on pourrait faire autrement, mais je vais pas les critiquer. Je vais dire, oui, il y a des choses qui ne vont pas. Par exemple, je trouve que Edge est trop dans le règlement de compte. C'est quand même la deuxième rivalité où il part dans le côté règlement de compte. Je veux dire, quand il était avec Daniel Bryan et Roman Reigns, j'ai trouvé qu'il était dans un autre registre. Et ça a apporté, d'ailleurs, même s'il était toujours un peu nerveux, il a toujours ce côté aussi psychotique nerveux. J'ai envie de dire, je veux bien que Edge soit un psychotique nerveux, mais il va peut-être falloir lui trouver un autre credo. Parce qu'on peut pas toucher toujours au personnel, on peut pas toujours toucher à ce qu'il est. Alors je sais que ça touche beaucoup au personnel, parce que si, mais à un moment donné, il va falloir aller à quelque chose d'autre. Moi, j'ai trouvé intéressant notamment, alors ils sont sur le fond de cette rivalité, c'est le fait que, en fait, Edge ne considère que Seth Rollins est un Edge Light. En clair, c'est un Edge Light. En clair, c'est un sous-produit de Edge. Un Edge seconde zone, si vous voulez. Et concrètement, moi, j'aurais dit, bah écoute, c'est une super idée. Mais pourquoi il part dans le personnel comme ça, Seth Rollins? Encore une fois, j'étais peut-être pas besoin. Randy Orton avait fait le travail avant, c'était peut-être pas utile de rentrer là-dedans. Moi, ce que j'aurais trouvé intéressant, c'est que Seth Rollins nous gratifie finalement peut-être des plus gros échecs de Edge. Ça aurait été intéressant, ça aurait raconté quelque chose.
Là, le fait qu'il rentre dans la maison, je l'ai dit la semaine dernière, en plus la semaine dernière, j'ai pas trop aimé le segment parce que je trouve que, notamment, le fait que Edge se pointe sur le ring, que lui, il va à sa maison, j'ai trouvé ça un peu débile, en fait. C'est-à-dire que le gars, en plus, c'est fermé, on sait pas ce qui s'est passé dedans. Alors, il prend notamment un portrait, notamment, qui montre à Sonia et comment ça s'appelle, Adam Pearce. Mais concrètement, je vois pas trop l'intérêt. Voilà, j'ai pas été. Je vais pas dire que j'étais pas hypé parce que le segment est très bon. Tu prends du plaisir à suivre un segment comme ça. Mais il y avait de l'intensité, il y avait vraiment une niaque qui était vraiment très bonne. Mais le côté personnel, je trouve que ça fait trop. Est-ce qu'il aurait pas fallu faire autrement? Donc voilà, moi c'est mon point de vue là-dessus. Je trouve que ça manquait de quelque chose. Voilà, ça trouve que ça tourne un peu en rond. Malgré tout, le segment est très bien. Et même si tu veux y être dans cette situation-là, moi j'aurais préféré. D'ailleurs, j'aurais fait un truc aussi. Alors, je viens d'y penser. J'aurais plutôt averti Seth Rollins, par Randy Orton notamment. Randy Orton qui aurait pu dire tout simplement, alors mon gars, t'as envie de t'occuper, je voulais juste te donner un petit conseil, hein. T'inquiète, tu te donnes un petit conseil. T'es allé dans la maison de Edge. Mauvais. Alors là, là, il te dit bad mistake. Mistake, mon gars. C'est une erreur. C'est une erreur, mon gars. Écoute, moi je connais Edge. Il a affronté, fait beaucoup de choses. J'ai même voulu mettre fin à sa carrière à un moment donné. Au final, c'est moi qui en ai plus souffert. Il m'a défoncé comme jamais. Alors oui, j'ai gagné, mais le mec il revient toujours. Il m'a battu, il a remporté le Royal Rumble. Je sais pas ce qui va se passer entre vous deux, mais je suis pas certain que tu en sortes indemne. Voilà. Là, ça aurait été fort. Là, Randy Orton aurait pu dire. Et là, Riddle, il aurait. Sans Riddle, bien sûr. Hein. Et là, il aurait dit. Ah ah ah, mais je ne suis pas. Mais je ne suis. Tu crois que je suis toi? Sans déconner, je ne suis. Il fait hop hop hop. Eh, je te donne un verre. Je t'ai juste dit ça. Hein. Après, tu fais ce que tu veux. Et là, clairement, Seth Rollins, il aurait pu être douté, etc. Tu vois la tête de Seth Rollins qui fait merde. Hell in a Cell. Ah oui, d'ailleurs, parlant du match, on va quand même parler de la stipulation. Le Hell in a Cell match, puisque nos chers amis saoudiens vont avoir l'infime honneur d'avoir leur premier Hell in a Cell match au sein de leur beau pays, hein, clairement. Bon, après pour le choix, bon, Hell in a Cell, alors ça sera peut-être le premier Hell in a Cell de Edge depuis qu'il est de retour à la WWE. Je vais voir comment ça se passe. Mais alors, je précise quand même pour information, parce que les gens vont peut-être dire, il n'est pas dit que je ne débriefe pas Crown Jewel. Je suis en intense réflexion. Vous savez que je ne débriefe pas en général Crown Jewel par rapport à l'environnement au niveau de l'aréna en lui-même. Je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'il faut quand même le débriefer? Parce que je reste malgré tout un pro. Et il y a malgré tout un débrief à faire. Je vais voir. Là, je peux pas vous garantir si je vais le débriefer ou non le débriefer. Il y a une chose qui est certaine, c'est que si... En tout cas, si je le débrief, vous serez au courant. Hein, mais non, vous inquiétez pas, vous aurez... Je pense que je ferai un petit programme et je vous mettrai justement ce qu'il en est. Mais il est clair que ça, pour le moment, ne comptez pas trop là-dessus parce que j'ai quand même une grosse impréhension. Ensuite, on a eu donc le segment avec Bianca Belair qui a donc mis KO. Ah, il y a le chef Otaku qui est juste derrière. Regardez, il est là. Le chef Otaku, il est là. Otaku. Bon, plaisanterie mise à part. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce segment? Bah, j'ai envie de dire que pour la première fois, on a eu une très bonne Bianca Belair. Bianca Belair, qu'on avait du mal à comprendre ce qu'elle était, vraiment. Là, je trouve que face aux deux autres, d'ailleurs, Becky Lynch, elle est partie dans une nouvelle gimmick. J'ai toujours pas compris sa gimmick. Ça m'inquiète un peu. Attention, parce que en général, tu veux faire un heel turn. Bon, ok, très bien. Mais là, j'ai l'impression qu'elle essaye de parler une forme d'injustice.
Son compagnon avait fait a fait un face, un heel turn. Bon, on le sait, il a changé notamment de personnage à son retour. On a bien vu qu'il n'avait pas réussi vraiment à valider. Il est parti là dans un sorte de gimmick un peu psychotique, dans le sens où il tape là où ça fait mal. Et honnêtement, ça me crois pas. Là, Becky Lynch, j'ai besoin vraiment de comprendre sa gimmick, qui est dans une gimmick un petit peu de je suis la championne, je devrais avoir des droits. Ouais, ouais, et après, je comprends pas trop où elle veut en venir en fait. Je comprends pas ce qu'elle essaye d'expliquer. Voilà, Sasha Banks, pareil. Je comprends pas trop. Là, elle a fait son retour. On va attendre un peu. Là, Sasha Banks, c'est The Boss. Mais en tout cas, ça s'invectivait entre les deux. Bianca a mis les choses d'accord. D'ailleurs, même dans les propos de Bianca, c'était pas mal. Et ça montre quand même une chose qui a été d'ailleurs démontrée lorsqu'elle était à NXT. Bianca, elle aime bien être dans la réaction que plus que l'action. Quand elle est dans la réaction, elle est forte. Mais le problème, c'est quand tu es championne, tu es forcément dans l'action. Là, on a senti une Bianca beaucoup plus réactionnaire. Et forcément, comme elle était dans la réaction, il y a forcément eu plus d'ouverture et plus de possibilités. Voilà. Donc, voilà un petit peu ce qu'on avait à dire. Alors oui, pour le segment, j'ai trouvé que, d'ailleurs, il était à la fois bien, ou il était très bien au demeurant, mais j'ai trouvé qu'il était un poil brouillon. Voilà, c'est peut-être ça mon défaut. Je l'ai trouvé assez brouillon dans. Alors ça partait un peu dans tous les sens. Alors des fois c'est pas mal, mais là je l'ai trouvé. On ne comprenait pas toujours tout ce qui se passait. Ensuite on a eu donc les deux. Donc moment. Ah oui pardon, si je mets pas flèche ça va pas le faire. Donc on a eu tout d'abord le King of the Ring Tournament avec donc la qualification de Sami Zayn et de Finn Balor. Alors on va parler rapidement de Finn Balor et de Cesaro. Alors je sais que certains ont été globalement déçus de la défaite de Cesaro sur Finn Balor. Ouais, mais alors le problème c'est que tu peux pas faire autrement en fait. Parce que qu'est-ce qui se passe? Regardez les participants de ce tournoi. À côté de SmackDown. On avait donc les deux participants. On avait donc Finn Balor qui faisait face à Cesaro, donc voilà. Et l'autre côté, on avait Rey Mysterio qui faisait face à Sami Zayn. Qu'on soit clair sur une chose. Rey Mysterio et Sami Zayn, ils sont ils sont top rivalité avec Dominique au milieu. De l'autre côté, Finn Balor, qui vient d'être challenger numéro 1 pour le titre de la WWE, et bien au final, Cesaro, c'est peut-être la petite peut-être l'exclu de la situation. C'est-à-dire que Finn Balor aujourd'hui, ben, il est en plein push. Alors, il dégage un Raw. On sent qu'il a envie de faire quelque chose avec. Mal qu'il gagne. Alors, il n'a pas fait un match ridicule, hein, Cesaro. Mais il a fait un match. Mais il a forcément perdu. Alors, certains me disent, oui, mais regardez, il y a 4 mois, machin. Oui, mais il y a 4 mois, c'était différent. Même pas il y a 4 mois, il y a 6 mois, quand il bat Seth Rollins à WrestleMania. Oui, mais le problème, il est que... Ah, vous savez, je vais vous expliquer une chose. Je me permets d'ailleurs de vous expliquer. Le problème aujourd'hui, c'est que le public, à un moment donné, la WWE, pourquoi Kofi Kingston est devenu champion? Parce qu'il a capitalisé, les fans ont réussi à faire en sorte, pouvoir capitaliser et de faire en sorte de démontrer que Kofi, d'où la fameuse Kofi Mania. Dans la Kofi Mania, Kofi Kingston ne devient pas champion de la WWE. Mais le truc, c'est que dans le cas de Cesaro, à aucun moment on a eu littéralement une Cesaro-mania. Certes, Cesaro a gagné contre Seth Rollins, le public était très content, mais au final, regardez par exemple, Cesaro était absent durant des mois. Avant, est-ce qu'il nous a manqué? Est-ce qu'on s'est dit, ah ouais, Cesaro, putain, il me manque quand même ce petit con. Ah non, jamais. Donc forcément, quand tu as... Parce que il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter de dire, je veux ces lutteurs-là. Parce que souvent, l'argument que vous me sortez, et à tort ou à raison, c'est, ouais, mais on voit jamais les lutteurs un peu bas. Ouais, mais le problème, c'est que Cesaro, aujourd'hui, c'est un lutteur qui n'est pas hypé. Il n'y a pas de momentum pour le petit Cesaro. Alors, à ce moment-là, bah,
Ça entraîne finalement ce qui s'est passé là, concrètement. Et donc, étant donné qu'on a Rey Mysterio qui doit faire face à Sami Zayn, Finn Balor il gagne. D'ailleurs, Finn Balor qui n'a fait aucunement mention de ce qui s'est passé à Extreme, je vais finir par croire qu'il a trébuché. Ou que la corde a tombé toute seule. Je vais finir par y croire, parce que là, je suis vraiment dans l'inconnu, là. Est-ce qu'il y a eu un gros problème à Extreme qui a fait que Finn Balor est tombé tout seul, qui pourrait être une raison, parce qu'il n'y a aucune explication de pourquoi Finn Balor est tombé. C'est hallucinant. Donc voilà. Pour Rey Mysterio, Sami Zayn avec Dominique, bon, ça continue encore une fois. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a étonné. On m'avait dit que Rey Mysterio était blessé. Pour quelqu'un qui est blessé, il se débrouille pas si mal. Alors, est-ce que c'est du fake ou pas? J'en sais rien. Mais il a quand même... alors, je sais que Rey Mysterio a lutté notamment avec un ligament en moins. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas la première fois qu'il se catch blessé. Mais de toi à moi, Rey Mysterio qui gagne, je trouve ça extrêmement incroyable. Sami Zayn qui joue très bien son rôle, un petit peu de distension. Je continue à marteler sur le fait que pour moi, il ne fallait pas mettre les Mysterio ensemble. Parce que je pense que ce qui aurait dû être la conclusion de cette histoire, ça aurait dû être... Je veux pas que... Mysterio d'ailleurs avait fait une interview où il disait non, je veux pas que mon fils m'affronte, etc. Moi, ce que j'ai... D'ailleurs, Cody a fait la même interview, d'ailleurs fait une petite interview un peu pareille où il disait que vous ne pouvez pas être heel. Après, il y a ce qui se passe et ce qui se dit. Hein. Mais le truc, c'est que... D'ailleurs, Cody, il va falloir qu'il fasse... Alors, flip d'aparté, Cody, il va falloir qu'il fasse gaffe parce que Cody commence à se faire détester. Et attention, Cody, ça devient du John Cena un petit peu. C'est le mec, voilà, il veut faire le... Alors, il veut faire le beau gosse, le mec gentil. C'est quand même assez incroyable. Et donc, pour revenir au match, notre cher Rey Mysterio, Sami Zayn. Oh, Dominique qui fait un peu celui qui veut aider. Bon, pourquoi pas. Bon, je pense qu'il est un peu paumé aussi, le père Dominique. Mais concrètement, moi, je pars du principe que Domi, moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais supprimé, j'aurais séparé les deux. J'aurais séparé les deux parce que tu te retrouves dans une situation où t'es quand même dans une situation où tu comprends pas ce qui se passe. Cesaro, tu comprends, mais à la limite, Dominique aurait dû dire ah, c'est cool, on est ensemble encore une fois. Et là, tu fais papa, il faut que je te dise un truc. Là, tu dis qu'est-ce qu'il y a, fils? J'ai pas mal réfléchi à ce qui se passe, à la situation actuelle, et je suis allé voir. Je voulais l'annoncer, voilà. Je pense que je ne suis pas prêt pour être un lutteur. Alors après, et je vais aller, et un jour il vient pas, tu vois. Et il dit, et là tu vois un SMS de Rey Mysterio notamment à Raw, Watch me tomorrow. Et là tu vois Dominique apparaître à NXT. Parce que c'est à NXT qui doit être Dominique. On fera une vidéo d'ailleurs sur Dominique parce que Dominique c'est quand même quelqu'un qui a une ascension très forte. Mais concrètement, Dominique, ça reste un personnage qui a besoin de se faire et il a du mal à se faire. Et justement, on reviendra par rapport à là-dessus. Un jour, je ferai une vidéo sur Dominique parce que Dominique a vraiment un... C'est vraiment très intéressant ce qui lui arrive et on va essayer de trouver un moyen de l'aider parce que il est pas méchant. De toute façon, Dominique, je le connais depuis qu'il est petit. Hein. En 2005, j'avais déjà le petit Dominique, comme on l'appelait, maintenant qu'il est devenu très grand. Mais voilà, pour ainsi dire, j'ai pas mal d'interrogations par rapport. Et donc pour les filles, donc il y a eu la victoire de Zelina Vega et de Carmella, donc qui se qualifient pour le prochain tour. D'ailleurs intéressant, c'est que des heels qui ont gagné. Zelina a battu Toni Storm et donc Carmella a battu. Non, Carmella a battu Liv Morgan. Alors, bon, pour ce qui s'agit du match d'en bas. Alors je sais que ça a fait scandale, tout le monde a dit ah là là, Carmella elle a gagné, elle a battu Liv Morgan, etc., etc. Moi, de toute façon, je voyais pas Liv Morgan être Queen of the Ring. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est un trophée. Alors faut pas oublier un truc. Le King et le Queen of the Ring, ce n'est pas qu'un simple trophée. C'est une idée de gimmick.
Ça veut dire que la personne qui devient Queen ou King change de gimmick à 100%. Et je vais dire une chose un peu méchante, c'est que si je vois... Alors attendez, je vais vous donner tous les participants du King of the Ring, parce qu'il n'y a pas eu de... King. Si je tape King of the Ring... Attendez, non, je tape King. Oui, vous avez le micro à côté, hein, vous inquiétez pas. Hein. King of the Ring, voilà, c'est 16 catcheurs. Donc il y avait toujours des King of the Ring. Alors je sais que certaines fois, ça a eu quelques effets possibles. Hein, on a Don Muraco par exemple qui l'a remporté la première fois. Harley Race. On va prendre les derniers. On est dans les derniers. Les derniers, c'était donc le dernier à l'avoir remporté, c'était Baron Corbin. Il l'a remporté, pour ainsi dire. Ensuite, on a eu donc Baron Corbin. On a eu Bad News Barrett. Sheamus. William Regal, qui l'a remporté d'ailleurs en 2008. Il y a eu un sacré... Et 2006, il y a eu Booker T. Et après, Brock Lesnar qui l'a remporté, pour ainsi dire. D'ailleurs, c'est à l'époque, c'était un pay-per-view, là, pour information. Alors, le truc, c'est quoi? C'est que depuis donc 2008, alors 2008, c'est particulier. Je crois qu'il avait remporté il avait remporté le truc et ça c'était, il n'y avait pas eu l'effet escompté, je crois non plus. Hein, je sais plus. On va regarder. 2008, il avait remporté le King of the Ring. Il avait remporté, je crois, le titre intercontinental, mais ça avait pas. C'était pas ouf, on va dire. C'était pas ouf et ça avait du mal à annoncer quelque chose. Mais on va dire, depuis 2010, donc Sheamus, Baron Corbin, les deux derniers participants, n'ont vraiment pas eu, on va dire, la veine de le remporter. Ça veut dire qu'en clair, que cette gimmick, parce que c'est une gimmick, quand tu vas être Queen ou King de ce truc, vous n'allez pas... C'est compliqué. Donc, vous voyez que certaines... Moi, je vois pas Liv Morgan réussir à prendre cette gimmick et à l'emmener là où elle veut l'emmener. C'est casse-gueule. C'est super casse-gueule. Alors, je sais que certains vont me dire, oui, mais Carmella, c'est pas possible. Carmella, elle vaut cette gimmick. Pourquoi? Parce que cette gimmick de Carmella, eh ben Carmella, la Queen Carmella, ça suffira. Il faut bien imaginer une chose. Quand on fait un tournoi tel que le King of the Queen of the Ring, vous ne jouez pas. En fait, vous devez trouver le roi qui sera le plus à même de porter cette gimmick et qui va l'emmener quelque part. Booker T, pourquoi ça a marché? Parce qu'il a fait King Booker et qu'à un moment donné, King Booker faisait exactement tout ce qui se passait. Là, je suis désolé. Liv Morgan, avec tout le respect que j'ai pour cette petite, c'est pas elle qui va réussir à réévoluer. Elle va pas réussir à porter cette gimmick. Donc il vaut mieux qu'elle perde. Alors vous allez me dire, oui, mais elle aurait pu partir plus tard. Alors c'est vrai qu'elle aurait pu affronter Zelina Vega. Alors le problème, pourquoi je dis qu'elle ne faut pas aussi. Imaginons, on va prendre le cas concret, que Liv Morgan gagne contre Zelina Vega. Il va se passer donc qu'elle va affronter Zelina Vega et à un moment donné, imaginez qu'elle gagne contre Zelina Vega. Si on part du principe que de l'autre côté on a Doudrop qui doit affronter Natalia et que Dana Brooke doit affronter Shayna, elle va se retrouver face à Shayna. Alors, au vu de ce que je peux voir, Shayna va littéralement la casser en deux. Est-ce que Liv Morgan doit être cassée en deux? Ça aussi, il faut l'imaginer. C'est pour ça que quand vous m'avez sorti, quand les gens me disent que Liv Morgan a perdu, oui, elle a perdu. C'est vrai, elle a perdu. Je reconnais que c'est quelque chose de difficile à encaisser pour vous. Mais rappelons tout malgré tout qu'elle a remporté sa première victoire en pay-per-view. Et le plus important, les gars, les amis, Liv Morgan, elle a 27 ans. Laissez-la grandir, bordel de merde. Je sais pas pourquoi vous voulez la voir truster les hautes sphères de la WWE. Arrêtez, elle est jeune. C'est une lutteuse qui a besoin d'expérience. Elle a besoin de grandir. C'est quand même une lutteuse qui a, pour information, elle n'a que 7 ans de circuit. Elle est en train de se perfectionner et Dieu sait qu'elle fait du beau boulot sur le ring. Qu'est-ce que vous allez la mettre? Elle a besoin d'apprendre encore parce qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est une bonne lutteuse, mais enfin c'est une bonne lutteuse. C'est une lutteuse qui est rookie. C'est une rookie, clairement. Je dis pas ça par irrespect. C'est une rookie dans le sens où elle est
clairement encore trop jeune pour espérer faire plus. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Moi, il devait dire la vérité. Je préfère qu'elle prenne son temps. Et si, moi, je vais vous dire la vérité, si dans 2 ans, Liv Morgan, elle est championne à 30 ans, ça me verra. Parce que moi, je préfère la voir de cette situation-là que de voir ça. Oui, ça m'ira, oui, c'est vrai que ça fait bizarre. Voilà, tout simplement. En tout cas, c'est mon point de vue là-dessus. Elle a fait des belles choses, elle a quand même réussi à faire des beaux événements, elle a fait quand même un très bon match face à Charlotte, mais ne l'envoyez pas au casse-pipe, clairement. Voilà, bon, pour s'il s'agit de Toni Storm et de Zelina Vega, alors je sais que certains aussi ont trouvé ça scandaleux, cette victoire de Zelina Vega sur Toni Storm. Ouais, mais alors, le problème il est que à partir du moment, alors moi j'étais pas surpris, hein. À partir du moment, alors certes elle a les mêmes arguments, hein, Toni Storm, The King Storm, la Queen Storm, voilà quoi. Elle n'est pas faite pour être une reine, hein, Toni Storm. Je pense que Toni Storm, elle ira affronter quelqu'un d'autre la semaine prochaine. Mais surtout que je rappelle, hein, qu'il va y avoir les changements de roster qui vont avoir lieu. Et c'est peut-être ça qui. D'ailleurs, aussi, il y a un truc. Alors, d'ailleurs, que vous avez peut-être oublié aussi. D'ailleurs, je viens de penser comme quoi j'ai un beau cerveau. On ne sait pas quand est-ce que ce sera la finale. Si la finale, elle a à Crown Jewel, et que, admettons, il y a des lutteuses qui ont dit je ne veux pas être à Crown Jewel, notamment Liv Morgan. Si Liv Morgan elle dit je ne veux pas être à Crown Jewel, eh ben c'est normal qu'elle se fasse éliminer. Eh oui, à un moment donné, il faut réfléchir. Bah, clairement, si elle est. Voilà. Mais pour revenir au fait, parce que je sais pas si Toni Storm veut être à Crown Jewel ou pas, j'en sais rien. Pour ce qui s'agit. Alors, je sais pas quand le match sera annoncé, mais Crown Jewel, King, Queen. Enfin voilà quoi. Alors, pour ce qui s'agit. Après, le truc pour revenir à Toni Storm. Comment vous dire, Toni, le problème c'est que Toni, elle a été annoncée même dans les petits, dans les à côté du draft de SmackDown. Et à partir de ce moment-là, bah tu sais qu'elle sera pas mise en avant. Toni, c'est horrible parce que ta petite Toni, elle a un talent incroyable, elle a fait des choses incroyables dans sa carrière, mais ça fait partie des lutteuses qui malheureusement ont une grande carrière, mais qui n'y arriveront pas. On va voir si elle. Après, elle est là, elle fait sa vie. Je précise quand même que Toni Storm est arrivée d'ailleurs au mois de juin ou mai. Elle devait commencer. Elle a commencé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Elle a fait quelques séquences en coulisses. La WWE croit pas en elle. Après, les officiels ne croient pas en elle. Et ça, c'est une réalité. Voilà. Je vais arrêter. Voilà, donc qu'est-ce qu'on. Alors, finalement. Je vais pas revenir sur Naomi qui doit affronter Sonya Deville. Ouais, bon, je prends le coup de Trafalgar. Je sens bien que Sonya Deville va dire ah bah non, finalement, je ne veux pas je veux pas lutter contre toi. Et je sais pas, bah lui envoyer Ciali ou Kali, ou elle va sortir je sais pas qui va l'aider. Je sais pas pourquoi, je sens gros comme une pastèque, ou Charlotte Flair, elle va dire bah tiens, je t'envoie Charlotte Flair. Je sais pas, on verra. En tout cas, pour Kevin Owens aussi, j'ai pas trop envie d'épier le guet là-dessus parce que je trouve que c'est sans intérêt. Voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé que c'était. Comment dire, j'ai trouvé que c'était un bon show. Clairement, c'était un très très bon show. C'était vif, c'était dynamique, il y avait vraiment de la bonne qualité qui avait été mise en place. Moi j'ai trouvé que c'était très bien, je trouvais que c'était excessivement bon. Franchement, c'est. SmackDown continue à m'épater, SmackDown m'épate, SmackDown fait vraiment des belles choses. Et ça, c'est vraiment pas mal. Voilà. Je rappelle pour information que vous pouvez également suivre dans, bon, pas au même moment, mais peut-être après, voilà, vous avez également AEW Rampage à pouvoir faire, justement, où on parlera bien sûr des différents matchs qui vous ont été proposés. D'ici là, portez-vous bien. Bon, en tout cas, je vous laisse, portez-vous bien. Je rappelle quand même qu'à 21h, j'ai le temps de tout publier parce que ça sera 21h30. Il y aura également donc le Twitch game qui vous sera proposé avec Yu-Gi-Oh! Avec pas mal de choses qui vous seront proposées. Portez-vous bien, gros bisous tout le monde et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis!